Et on se retrouve pour Version croisée. Bienvenue à vous, madame, monsieur, et merci de votre fidélité que vous ne cessez de nous renouveler. Nous allons parler de cette violence, cette répression dans le sang exercée par l'armée contre des populations civiles le 30 août dernier. Le gouvernement, à travers le briefing que tient presque toute la semaine le ministre de la Communication, a dit qu'il s'agissait plutôt d'un incident, d'un dérapage. Qu'en penseraient justement mes invités? J'en ai deux, comme chaque fois. Faustin Tshimanga, communicateur du LGD. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau pour croiser nos versions. Justement, alors vous êtes un habitué de versions croisées, au point même qu'on me dit, ah, c'est toujours Faustin Tshimanga qui revient à chaque fois. Tellement qu'on aime comment vous analysez les choses. Mais vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et je pense que là, on gagne quand même dans les débats, on gagne dans les idées, on gagne en qualité. Et que vous comprenez que les Congolais ont besoin de la qualité. Version croisée offre la qualité. Télé 50, on est habitué à la qualité. Vous comprenez qu'on revient justement parce que nous voulons être dans les leaderships de qualité. Et je pense que Télé 50 est parmi les chaînes qui prônent la qualité. Et c'est dans la ligne de ce que nous voulons. On me dit également que vous aimez bien le jeune. Si c'est pas Faustin, si en face de lui c'est Ben Bryant Mbouyi qui revient. Encore des jeunes que Gaëtan aime bien. Bonsoir, bienvenue à vous également Ben. Bonsoir Gaëtan, merci beaucoup de l'invitation. Mais comme mon ami en face, c'est toujours un plaisir de revenir ici, surtout parce que la qualité des analyses est plutôt très haute. Et donc c'est un plaisir pour moi, surtout, de retrouver les téléspectateurs de Télé 50. Justement, c'est l'argument de taille que je leur balance en disant que c'est parce qu'ils réfléchissent très bien. Et effectivement, moi je crois en vous, l'avenir du pays vous appartient, nous appartient également. Merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez aussi en venant à chaque fois que je fais appel à vous. Alors je commence par vous, Faustin Tshimanga, avant de parler du carnage à Goma. Notre thématique, c'est celle de savoir toujours aucune responsabilité véritable établie jusque-là. Vous suivez de très près cette situation. Mais commençons par l'affaire Matata Ponyo. Il a comparu, c'était lundi, pour une énième fois. L'audience a été renvoyée au 25 septembre prochain, le temps pour la défense de se pencher sur quelques dossiers. On parle des dossiers de plus de 6000 pages. Alors l'opinion nationale, quinoise particulièrement, veut bien savoir pourquoi cette fois il est venu en personne participer à l'audience. D'aucuns pensaient que Matata Ponyo fuyait la justice. Il a déjoué tous les oiseaux de mauvais augure. Vous comprenez que Matata Ponyo, Mapon, candidat président de la République, le candidat que les Congolais veulent comme président après les élections de décembre 2023, est parti se présenter devant l'institution parce qu'il est fervent, respectueux et fervent défenseur de l'idée de la justice. Il défend l'idée de la justice, même si celle-ci, nous les constatons avec les Congolais qu'elle est instrumentalisée. Il est parti devant l'institution Cour constitutionnelle pour justement répondre à l'invitation que la Cour constitutionnelle l'a lancée. Il était présent. Il n'a pas fui la justice. Matata Ponyo ne fuit pas la justice. Non, c'est déjà les Congolais, à tout va penser que Matata a fouillé la justice pendant qu'il prenait ses vacances à Kindu. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais sur votre plateau que Matata était en train de prendre ses vacances parlementaires. Et maintenant que les vacances ont touché à sa fin, il est revenu et il a profité pour répondre à l'invitation de la justice. Vous comprenez là que Matata Ponyo Augustin, qui se reproche de rien, est venu devant les juges et vous comprenez qu'il a constaté juste les tâtonnements de la Cour. La Cour sait qu'il avait reporté pour 2 semaines l'audience justement parce que Matata Ponyo n'était pas cité d'une manière régulière. Et maintenant qu'il a été cité d'une manière régulière, il faille que les avocats puissent entrer en contact avec les pièces pour préparer la défense. Mais c'est pour cette même raison qu'on a eu à renvoyer le précédent procès. Non, mais les précédents procès étaient renvoyés justement parce que la Cour constitutionnelle n'avait pas saisi d'une manière régulière Matata Ponyo. Défaut de saisine. Voilà. Donc, on sait, on a passé 2 semaines en attendant que Matata Ponyo puisse être saisi d'une manière régulière. Et on s'est but à un problème, les avocats n'ont pas pu accéder au dossier ou aux pièces selon les jargons de la justice. Ils n'ont pas accédé aux pièces. Et quand les avocats ont estimé qu'ils ne pouvaient pas entrer en contact avec les pièces, de 6 000, c'est annoncé 6 000 et nous pensons que c'est des fictions. Ces dossiers-là, il n'y a pas 6 000 pièces. Et nous attendons que la Cour puisse présenter aux Congolais et aux avocats de Matata 6 000 pièces. Nous pensons que c'est de la fiction. Et comme nous savons qu'à chaque fois, nous partirons peut-être des reports en report, parce que la Cour ne va pas présenter 6 000 pièces,
si vraiment, véritablement, ils avaient 6 000 pièces, ils devaient, dans 2 semaines, les mettre à disposition des avocats de Matata Ponyo. Et la population de Kindu, cette fois, l'a laissé partir sans anicroche. On n'a pas retenu son pantalon, comme on l'avait dit. Mais vous savez, il a dû négocier avec la population de Kindu. Matata voulait quitter la ville de Kindu. La population l'a retenu. Vous avez vu les images. Et pour quitter la ville de Kindu, il a dû négocier avec la population. Parce que non seulement cette population-là veut les protéger, il veut aussi garantir son élection en décembre 2023. Il ne pouvait pas autoriser que Matata vienne s'il n'a pas, la population n'avait pas confiance à la population de Kinshasa qui s'est mobilisée pour pouvoir sécuriser. Nous étions à la Cour constitutionnelle justement pour surveiller. Parce que l'Union sacrée, diaboliquement motivée, rôde autour de Matata pour pouvoir tenter de voir l'écarter des élections. Nous avons compris, la population congolaise va bien sûr sécuriser Matata. Peu importe. Alors ça, c'était juste pour une entrée de jeu, peut-être une réaction de votre part aussi en tant qu'analyste politique, voir Matata Ponyo être accueilli un tout petit peu en triomphe à l'entrée de la Cour constitutionnelle après avoir refusé de comparaître plusieurs fois. Vous, en tant qu'analyste, vous dites qu'il a fait un bon choix. Oui, justement, je ne peux que dire qu'il a fait un bon choix. Effectivement, mes amis du LGD, que je connais un peu en grand nombre, étaient là justement pour accueillir leur leader, et ça me paraît tout à fait normal. Mais de là à dire, par exemple, que Matata Ponyo ne fait pas, parce que c'est vraiment l'impression qu'on nous a donnée, c'est de dire qu'il ne faisait pas confiance à la justice, parce que la fois dernière, encore avec mon ami Faustin sur le plateau, oui, il me faisait comprendre que Matata a été retenu, comme il est en train de le dire encore, qu'il était retenu par la population de Kindu, parce que cette population n'avait pas confiance à la justice, la Cour constitutionnelle n'était pas sécurisée et tout ça. Aujourd'hui, je comprends qu'ils sont un peu revenus à la raison, parce que Matata Ponyo, qui se veut être candidat président de la République, ou qui se réclame déjà candidat, qui ferait peur au camp de l'Union sacrée, ne peut que se résoudre à respecter les institutions du pays. Et c'est pour ça que je salue le fait qu'il réponde justement à l'invitation de l'institution Cour constitutionnelle, parce qu'on ne peut pas se dire républicain, se dire démocrate, et même patriote simplement, se dire patriote, sans pour autant avoir la moindre considération pour les institutions du pays. Et mais il faut que de l'autre côté aussi qu'on y mette une certaine diligence pour en finir une fois pour toutes, parce que les élections se rapprochent. Je suis tout à fait d'accord. Il faut permettre aux citoyens Matata Ponyo de concourir normalement aux élections. Et donc, pour ça, il faut que la justice prenne une décision irrévocable. Hein, parce que, vous savez, de mon entendement, et c'est même ça la loi, les arrêts de la Cour sont irrévocables. Et donc, il faut que la Cour prenne une décision qui fixera l'opinion une bonne fois pour toutes. Parce que, notons déjà que Matata Ponyo est candidat député national dans la ville de Kindu. Et donc, ça, c'est irrévocable, me faisait comprendre mon ami. Donc, même s'il était condamné pour ce dossier, il restera quand même candidat député national. Et autrement, il pourra aussi être candidat député national et président de la République en même temps. C'est à lui de voir comment il va choisir quand il sera élu, le 2 ou pas du tout. Merci beaucoup Ben Bryant. On rentre dans le vif du sujet. Le gouvernement a fait revue à la hausse le bilan des massacres du 30 août à Goma. C'est passé de 43 à 51 morts. L'affirmation est du ministre Patrick Mouyaya, mais également du ministre de l'Intérieur. Ils étaient en briefing. Nous l'avons traité dans notre journal que vous avez suivi dans la journée. Alors, je reviens vers vous, Faustin Chimanga. Matata Ponyo, il y a 6 jours, avait condamné, en tout cas avec toute énergie, ce massacre contre les compatriotes. Alors, il y a des procès en flagrance qui sont tenus à Goma. D'un côté, ce sont les officiers qui sont jugés, mais également les manifestants, les personnes qui avaient organisé ces manifestations contre l'avis de l'autorité urbaine, je dirais. Alors, aujourd'hui, on essaie de comprendre qui a donné l'ordre de tirer contre ces civils. Pour le gouvernement, il s'agit plutôt d'un incident, d'un petit dérapage, comme on le rencontre ailleurs, aux États-Unis par exemple. Qu'est-ce que vous réagissez en tant que politique? Bon, vous savez, avant d'imaginer que les scénarios seraient similaires aux États-Unis, il faut rester dans le contexte congolais. Nous savons que ceux qui gouvernent, ceux qui décident sur l'armée, ceux qui donnent les ordres de l'armée, il ne faudrait pas mélanger les corps d'armée, il ne faut pas prendre l'armée dans son grand ensemble. C'est la garde républicaine qui est en face de cet incident selon le gouvernement.
et qui a toute la responsabilité à porter sur les bavures ou les massacres qu'ils ont commis. C'est la garde républicaine, ce n'est pas l'armée congolaise. Il faut séparer. Et sur base de cette séparation-là, nous pouvons très facilement établir la qui garde est républicaine responsable. fait partie de l'armée. Bien sûr, Oui. mais la garde républicaine est gérée d'une manière conjointe avec la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est Unité lui, spéciale. par rapport aux opérations, c'est lui qui est commandant de garde républicaine, c'est le président de la République, d'une manière opérationnelle. Mais selon l'administration, c'est les chefs d'état-major. Oui. Vous comprenez qu'il faudrait séparer ça et pour permettre de facilement établir les responsabilités. Qui a donné l'ordre? On le saura ou on ne le saura peut-être pas, parce que le gouvernement n'a pas visiblement la volonté d'établir la lumière sur cette question. Chercher à trouver le mécanisme de communication ou trouver des euphémismes pour diminuer la gravité du massacre est juste pour les besoins de la communication. Vous comprenez qu'au-delà de la communication ou la volonté de travailler l'électorat, il faut donner la vérité aux Congolais. C'est plus de 40 personnes qui sont mortes. Ce n'est pas rien les vies de Congolais, sauf si le gouvernement actuel ne prend pas au sérieux les vies qui ont été perdues. Les massacres sont commis. Il faut rétablir les responsabilités, oui, mais pas établir les responsabilités qu'au niveau opérationnel. Il faut établir les responsabilités au niveau du leadership aussi. Qui est le leader qui a commandité les massacres? Qui gère? Qui a donné l'ordre? Parce que si on voit les militaires qu'on a voulu exhiber devant le public comme étant ceux qui ont commis les forfaits, vous comprenez qu'il n'y a pas des autorités qui pouvaient donner des ordres directement. La question doit remonter beaucoup plus haut pour interroger les leaderships qui a commandé l'opération. Vous pensez aussi comme Claudel Loubaya et d'autres élus, mais également juristes, qui disent qu'il s'agit plutôt d'un crime d'État. C'est pas peut-être à cause de ça que le gouvernement préfère parler de dérapage et imputer toute la charge aux personnes qui ont tiré sur les individus, sur les civils. Mais au-delà des avis des uns et des autres, les Congolais ont constaté qu'il y a l'État qui est impliqué au plus haut sommet de l'État d'ailleurs dans cette histoire de massacre. Vous comprenez que si on veut englober l'armée, c'est pour qu'on ne puisse pas mettre la lumière sur la garde républicaine. Parce que nous tous, nous avons vu les images, puisque nous n'étions pas physiquement à Goma, nous avons vu les images que les militaires qui ont été déférés devant les juges, c'est les militaires de la garde républicaine dans la grande majorité. Et il faut interroger le commandement de la garde républicaine, et le commandement de la garde républicaine est connu selon la Constitution et selon les lois de la République. Il faut interroger ceux qui commandent la garde républicaine. Et vous comprenez qu'il ne faudrait pas que quand il y a une vie qui se perd au Congo, deux vies ou plusieurs, comme on l'a vu avec ces massacres, qu'on puisse prendre les choses à la légère en disant que c'est juste un dérapage. Non, ce n'est pas un dérapage, il y a eu carnage. Et les images sont là pour le prouver. Et quand on voit une armée qui a d'ailleurs porté de nouvelles tenues, parce qu'on nous a fait croire qu'en faisant porter les militaires les nouvelles tenues, on allait arranger la façon de faire les choses. Et là, on a constaté que les tenues n'ont rien apporté. Vous comprenez là que ces mêmes tenues ont produit les militaires qui ont pu causer des carnages. Vous comprenez qu'il ne suffit pas juste de changer l'habit, il faut changer le leadership et changer le commandement. Alors, donc c'est déjà que ça étonne plus d'une personne de savoir si c'est la garde républicaine qui était sur place. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Bon, M. Peter Kazadi a une vraie excuse. Il s'agirait peut-être d'une marche des dissuasions qui était organisée alors qu'on avait annoncé la présence dans les frontières des troupes de FDLR, plutôt des troupes de RDF, je dirais, l'armée rwandaise. C'est pour cette raison que la garde républicaine était en marche des dissuasions et elle a profité justement pour tenter de mater une manifestation. Alors, je reviens à vous, Ben Bryant Mbouyi. Votre réaction est un peu, je dirais, mitigée. Tantôt, vous reconnaissez qu'il y a eu vraiment massacre sur les populations civiles, mais vous ne voulez pas que l'on dise que c'est le gouvernement ou soit le président de la République qui en serait responsable. Où se trouve la nuance, d'après vous? Merci Gaëtan de cette question. Elle est très importante et je vous en remercie parce que ça prouve à suffisance que vous cernez, en tout cas au-delà de ce que le commun de mortel peut voir, vous cernez véritablement ce que j'essaie de dire et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Déjà, il faut placer le contexte. Le contexte est tel que nous sommes dans un état de siège. Et dans un état de siège, ce n'est pas l'administration civile, c'est l'administration militaire.
Et de ce fait, la ville de Goma est toujours sous menace au fait du M23 et les militaires rwandais qui ont fait un mouvement justement à la petite barrière, la frontière entre Gisenyi et Goma, que l'on appelle la petite barrière. Ça, c'est pas confirmé aussi. Hein. Ah, mais si, justement. Oui, ça a été confirmé, bien évidemment. Et donc, il y a eu un mouvement de force des RDF et donc l'armée qui a été déployée. Parce que c'est là aussi la nuance. Quand mon ami en face dit, par exemple, que la garde républicaine, cette unité spéciale qui a pour mission de protéger le président de la République, ses biens, ses hôtes, et ainsi de suite. Pourquoi cette unité spéciale a été, par exemple, déployée à Goma? C'est justement dans ce contexte d'état de siège, c'est pour sécuriser la ville. C'est en renfort. C'est pas pour sécuriser le président de la République en cas de visite, non? Non, non, pas du tout. Elle est venue en renfort. Elle est venue en renfort à l'armée pour sécuriser la ville. Et c'est même là que certains pensent que la garde républicaine à ce moment-là est en détachement. D'accord. Et cela veut dire quoi être en détachement? Ça veut dire que la garde républicaine n'est pas à ce moment-là au service du président de la République, mais elle est au service de l'administration militaire qui gère la ville sous état de siège. Ça, c'est une nuance importante. C'est elle qui en est responsable peut-être. Non, non, vous allez mais j'en arrive parce que l'analyse est est très importante. Oui. Et donc, de ce point de vue, la garde républicaine est sous les ordres de l'administration là-bas. Parce qu'elle n'est pas au service du président de la République. Le président de la République n'est pas à Goma, le président de la... Bien évidemment, il y a des unités de garde républicaine partout dans la République, mais qui n'entrent en opération, parce qu'on parle des opérations militaires, qui n'entrent en service que lorsque le président arrive. Autrement, ils sont appelés en renfort parce que c'est une unité de l'armée. Et donc là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dans l'armée l'insubordination. La subordination, ça peut être le fait de ne pas obtempérer à un ordre. Oui, bien évidemment. Justement. Bien évidemment. L'armée, c'est la discipline d'abord. C'est la discipline d'abord. Okay. Mais le fait, par exemple, qu'un commandant de l'armée donne un ordre qui ne vient pas de la hiérarchie directe peut être considéré comme une insubordination. Et vous étiez en train de dire que les responsabilités n'ont pas été établies, alors qu'en ce moment, il est déféré devant l'auditorat militaire des officiers de la garde républicaine, justement, et 6 éléments de la garde républicaine. Un policier a été, un militaire, le général militaire a été rappelé à Kinshasa. Un autre aussi, le policier, le P2 de la police a été aussi rappelé à Kinshasa. Et probablement, ils seront aussi déférés devant les juridictions compétentes. Et donc, de ce point de vue, il y a des responsabilités qui sont en train d'être établies parce qu'il y a un procès en flagrance d'ailleurs. Justement, en train d'être établi, mais pas encore établi. Mais pas encore établi parce que vous savez ce qu'on dit. Pour l'opposition notamment, on devrait faire tomber le gouverneur militaire parce que c'est lui qui assure que ce soit les opérations militaires ou administrativement parlant, c'est lui qui dirige la province. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Puisque vous avez lu un peu les analyses que j'ai faites dessus, moi je suis de ceux qui pensent que le gouverneur militaire ne devrait plus être gouverneur de Nord Kivu à l'instant où on est en train de parler. Parce que justement, c'est lui qui dirige les opérations sur terrain. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'est plus parce qu'il a été remplacé sur les opérations militaires justement. Un nouveau a été désigné pour... Qui joue l'intérim. Il a été juste rappelé à Kinshasa. On l'a pas démis de ses fonctions. Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est dilatoire. Je pense que de mon point de vue, il devrait déjà être démis de ses fonctions parce que c'est lui qui dirigeait les opérations ou c'est lui qui dirige les opérations à cet instant dans cette ville ou dans cette province qui est sous état de siège. Et donc, il y a des responsabilités qui sont en train d'être établies justement parce que vous savez, la justice a son rythme. La justice ne marche pas au battement de nos cœurs. On ne va pas non plus se précipiter pour agir comme sous pression parce que ça, il faut véritablement l'éviter. Donc, je pense qu'il faut considérer le fait que si... Par exemple, hein, on est en train de vouloir mettre, je suis en train de suivre les analyses des uns des autres, y compris les députés que vous avez cités. On parle de carnage. Voilà, on parle de carnage, on parle de tout ce qu'on veut. Moi, je suis d'accord avec le mot, même si vous y allez un peu fort. J'aimerais qu'on parle, moi, simplement de répression. Vous avez un qualificatif, vous? Mais c'est une répression. Une répression dans le sang. C'est un drame, justement. Qui a conduit à un carnage. Ben voilà, si vous voulez. Mais bon, en fait, c'est ça, c'est une répression. Et vous avez lu ce que je pense, Gaëtan. Vous savez très bien que je condamne avec véhémence ce qui s'est passé. Je ne peux pas vouloir expliquer ce qui se passe. Et il n'y a même pas à expliquer là-dessus. Donc, il faut qu'on évite aussi de jouer avec le mot. De ce point de vue. Mais qui joue avec les mots quand on quitte de carnage à dérapage? Carnage, dérapage ne sont pas des mots synonymes. Ça, je suis d'accord avec vous et je n'aimerais pas non plus cautionner le fait qu'on parle d'un dérapage. Je suis désolé. Okay. Pour moi, il ne s'agit pas d'un dérapage là. Pour moi, il s'agit quand même de quelque chose d'assez grave. On ne peut pas, c'est mon point de vue personnel, je m'en excuse, mais on ne peut pas considérer que cela a été un dérapage. Mais vous avez parlé d'insubordination tout à l'heure. Oui, mais l'insubordination, ce n'est pas justement un dérapage. L'insubordination, au fait, dans l'armée qui est un corps de discipline, l'insubordination n'est pas un dérapage. L'insubordination, en fait, c'est un comportement répréhensible dans l'armée. Et c'est pour ça qu'autant de personnes doivent tomber, justement. Parce qu'en vrai, quand on dit, par exemple, que la garde républicaine a tué,
et elle répond directement du président de la République. Vous accusez le président de la République, c'est de votre droit. Mais lorsqu'on voit des images de cette armée qui va piller, qui va voler de chèvres, de chaises, vous n'accusez pas le président de la République de vol. Vous n'accusez pas le président de la République de robbery, enfin vol, voilà, du vol. Vous ne l'accusez pas de ça. Parce que justement, vous considérez qu'il ne peut pas descendre à ce niveau-là. Alors que ce sont aussi des éléments de la garde républicaine. Donc notons aussi qu'il y a ce qu'on appelle en justice la notion des infractions détachables. Lorsque un militaire, par exemple, est devant un danger, je ne dis pas que c'était le cas, je donne un exemple, je suis dans un contexte, si un militaire est face à un danger et qu'il ouvre le feu, on parle de légitime défense. On ne dira pas que c'est un ordre qui est venu de sa hiérarchie. Si un militaire ouvre le feu sans l'ordre de sa hiérarchie, pour conduire à ce drame, à un drame. Oui, quand il ouvre le feu sans ordre, pour le ministre Mouyaya, c'est un dérapage. Comme on a vu des policiers tirer sur les élèves dans les écoles aux États-Unis, on parle d'incidents et on a donné plusieurs exemples. Là, je ne sais pas si j'ai avec moi ici, donc on parle d'incidents plutôt, pas de carnage, oui. Non, mais vous savez, le ministre Mouya, il porte la parole de l'État. Oui. Le ministre Mouya, il porte la parole de l'État et ce qu'il dit a véritablement une valeur officielle. Et je pense que c'est le gouvernement qui parle et moi, je n'ai pas à contredire ce que dit le gouvernement. Moi, ici, je donne mon analyse. Justement. Je vous dis justement que si un militaire ou un groupe de militaires ouvrait le feu, on peut qualifier ça d'insubordination et ça conduit justement à un drame. Il faut reconnaître que c'est un drame. Et pour ceux qui parlent de crimes d'État, moi j'ai envie de dire que l'État se comporte plutôt très bien en ce moment. On a eu dans ce pays justement de crimes comme celui-là qui n'ont pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là nous avons l'État qui met le moyen et qui défère devant la justice. Vous nous direz quels ont été ces crimes-là dont on ne connaît pas l'issue. Vous nous direz après, Faustin Chimanga, vous nous direz aussi quel qualificatif convient à ce qui s'est passé là. Un simple drame, un carnage, barbarie, ce sont des mots à peu près synonymes. Quelle devait être la première mesure que le gouvernement devait prendre après ce drame? Vous savez, déjà, je commencerai par constater que et nos amis qui sont ouvertement à l'Union dite sacrée et nos amis de l'opposition, on n'arrive pas à qualifier ou à trouver un mot pour ces faits-là. Pourquoi? Parce que les uns, je préfère m'en tenir au carnage. Ouais. Parce que pour les uns, c'est un dérapage. Tout ça, vous comprenez qu'on cherche l'euphémisme qui pourra permettre de dédouaner le commandant suprême de l'armée. Toute la chaîne de commandement, peut-être. Mais voilà, c'est pour chercher à dédouaner le commandant suprême. C'est des bonnes guerres, c'est des guerres de mots, c'est des guerres politiques, on comprend. Et il ne faudrait pas jouer avec le feu. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, l'Union dite sacrée tourne autour du volcan, il danse autour du volcan, sans savoir que ça peut péter à tout moment. Il faudrait qu'à la veille des élections, que nous puissions traiter cette question avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sagesse. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui devrait être la première mesure à faire? C'est d'abord de décider qu'il n'y ait plus état de siège, parce qu'on a constaté que l'état de siège a échoué. Pendant que les civils, les personnalités politiques civiles gouvernaient la ville, on n'a jamais eu ce type de dérapage. On n'a jamais eu un détachement. S'il n'y avait pas eu état de siège, on ne serait pas arrivé à ça. Puisque on n'était pas en état de siège, il n'y a jamais eu de carnage. Par analogie, on peut comprendre qu'il ne peut pas y avoir carnage si les civils conduisent les choses. C'est là où, à la veille, ou juste au lendemain de la prorogation de l'état de siège, on voit qu'il y a eu carnage. Ça veut dire que l'armée a échoué dans la gestion de la ville. Il faille mettre fin à l'état de siège. Et ça, même le forum qui a statué sur la question a recommandé la fin de l'état de siège. Juste au lendemain, il y a eu carnage. Ça veut dire que la capacité de gestion de la ville, de l'armée, a atteint ses limites. Si on nous dit qu'il y a eu détachement parce que la garde républicaine, j'allais dire, devait faire du sport, s'ils font du sport pour ensuite aller faire un carnage, vous comprenez, s'ils sont installés là-bas longuement, on aura beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il faudrait, il faudrait vraiment ne pas chercher à dédouaner ceux qui dirigent et ceux qui gouvernent, parce que toute la responsabilité, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Ouais. Il ne faudrait pas chercher à ce que, bon, on s'occupe des troupes et on oublie les chefs. On sait que la Constitution prévoit que le commandant suprême, c'est le président de la République. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il ne faudrait pas permettre à ce qu'il y ait le président de la République, qu'à chaque fois qu'il y a le carnage des militaires, on puisse les dédouaner pour le mettre à côté du corps militaire qu'il est censé être commandant suprême. Ça veut dire qu'il faudrait
interroger le leadership de l'armée, interroger la façon dont l'armée est gouvernée. Parce que la propagande politique de l'Union sacrée nous avait dit, oui, l'armée est aujourd'hui mieux organisée qu'hier. On parle de la montée en puissance. Oui, c'est l'expression qui revient tout le temps. Ah ouais, mais ils sont très bien montés en puissance, ils ont fait un carnage. Vous comprenez? Ils ont très bien monté en puissance. Ça veut dire que quand la garde républicaine, je le disais, fait du sport et finit son sport par le carnage. La marche des dissuasions. Ah ouais, la marche des dissuasions, si la dissuasion finit par un carnage, vous comprenez qu'il faut peut-être vraiment interdire l'armée de pouvoir... Ben Bryant a dit que pour lui, le gouvernement s'en sort plutôt bien. Le gouvernement gère bien l'affaire. Il y a un côté transparence, on va dire ainsi. Alors, que pensez-vous, vous, quand tout au début, au lieu de parler de la cinquantaine de morts, parce qu'ils avaient des infos directement à la source, le gouvernement a parlé de moins de 10 morts. Pourtant, les images ont fuité peu de temps après, où on voit les personnes empilées les unes sur les autres sur un camion là. Alors, est-ce que le gouvernement joue vraiment la carte de la transparence dans cette affaire? Je dirais tout de suite non, parce qu'il joue beaucoup plus l'image et l'opinion publique que la vérité. Le gouvernement n'est pas dans la vérité. Il joue sur les faits de l'opinion publique. Et là, je profiterai pour mettre un peu la lumière sur une actualité. L'armée s'est encore vraiment mis en lumière avec l'affaire GLM, où on casse les portails et autres. Vous comprenez, c'était un jour après, ou deux jours après, il fallait qu'il y ait un autre événement majeur qui permet à ce qu'on puisse un peu enlever les regards vers Goma. On crée une histoire avec un but politique, politiquement motivé. C'était un acte politiquement motivé, vous comprenez. Qui sont en scène, encore une fois, l'armée. La garde républicaine était sur place. Oui. Effectivement. Vous comprenez qu'ils s'occupent. Et d'ailleurs, peut-être que là, ils étaient en train de faire du sport pour casser. Vous comprenez? Ça veut dire que le gouvernement actuel est beaucoup plus dans l'opinion publique, la manipulation de l'opinion publique, que dans la recherche réelle de la vérité. Il crée une actualité qui a jeté un peu de flou sur l'affaire de Goma. Mais quand c'est fini, on a ouvert les routes par la force, sans se soucier de la propriété privée d'un ancien chef de l'État. Vous comprenez que la garde républicaine et l'armée est utilisée aujourd'hui pour les besoins politiques. C'est dangereux. Il faut faire attention. L'Union dite sacrée est en train de danser autour d'un volcan. Il faut vraiment faire attention et gérer les sports. Il y a une utilisation à mauvais escient de la garde républicaine maintenant. Effectivement, on le constate. Et je ne peux pas le dire. Quelles peuvent être les conséquences notamment? Mais ça veut dire qu'on passe d'un État à un État autoritaire. Déjà que le gouvernement actuel est vraiment dans une dynamique autoritaire. Il n'y a quasiment plus de discussions avec les peuples. Il n'y a quasiment plus de consultations avec les peuples. Il n'y a quasiment plus rien qui va dans le sens d'apaiser l'équilibre politique. Vous comprenez que on sort de l'emprisonnement des opposants, on sort de l'assassinat des opposants, on part vers le carnage, on part vers la destruction de l'ancien domicile. On s'en prend à tout le monde? À tout le monde. Et vous comprenez? Et là, on est dans une dynamique où on veut mettre la terreur à la veille des élections pour faire reculer les candidats. Et nous savons que nous sommes porteurs d'une vision, nous ne reculerons devant rien. Et vous comprenez là qu'il faut sauver ce pays et ça passe par un leadership et une gouvernance. Avant de passer la parole à Ben, je voudrais peut-être faire cette incise, puisque vous avez évoqué le cas de la destruction d'une partie de la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il y a cette information aussi, cet agent de la CNSS qui s'était retrouvé là sur place, qui a été directement, je dirais, licencié de son entreprise. Hein. Il s'appelle l'agent Kazadi Moulumba. Il a son matricule qui a été rendu public, je peux en parler, 07 29 4 Bardé. Il y a sa vidéo aussi. Il était affecté à la direction urbaine de la CNSS Kinshasa Est. Alors on l'a licencié parce que d'après le communiqué officiel ou la lettre officielle, son comportement a terni l'image de l'institution avec d'autres griefs également. On a vu sa vidéo en train de demander pardon. Ça c'était juste entre parenthèses. Vous réagirez peut-être, je sais pas. On voit que c'est une purge politique. Une purge politique. Oui. Mais ça a quand même terni, non? Il s'en est pris aussi au chef de l'État. Hein. En tant qu'agent public, il est apolitique. Agent public de l'État, il est à politique et il ne peut pas directement comme ça parler au chef de l'État. On aimerait que les mêmes pratiques ou les licenciements puissent aussi... Pour ceux qui détournent aussi peut-être. Ouais, par exemple. D'accord, bon, on est allé peut-être trop fort dans cette affaire, pas un licenciement. Peut-être qu'on devait commencer par les premières mesures conservatoires. Je viens à vous, Ben Bryant, vous avez dit la justice ne fonctionne pas suivant le battement de mon cœur, mais on a comme l'impression que cette justice suit la clameur publique. Pourquoi je le dis? D'après un juriste, pour lui, le qualificatif ou je dirais les griefs retenus, on parle des crimes
contre l'humanité, pour lui, c'est un peu de trop. On devrait peut-être considérer cela comme une simple bavure, ou soit remettre le pouvoir à l'armée, de pouvoir gérer ça en interne. Donc c'est une justice qui suit la clameur publique. Quand on a crié, on a montré les vidéos des personnes tuées, et finalement, c'est le procès en flagrance qui débute. Je ne sais pas de quelle obédience politique est ce juriste, ouais. Mais je serais quand même étonné que mon ami Chimanga, par exemple, en face, soutienne le point de vue de ces juristes. Parce qu'il ne faudrait pas parler de clameur publique. Là, mais parce qu'on a commencé d'abord par faire un procès en flagrance contre les manifestants. Qui ont été libérés. Le procès a été arrêté. À cause de la clameur publique. Surtout notamment. une mesure de décrispation, je pense. Je pense que c'est d'abord une mesure de décrispation parce qu'il ne faut pas crisper davantage le contexte. Et d'ailleurs, quand mon frère dit qu'il n'y a pas de discussion avec le peuple, je me demande de quoi on est en train de parler. Parce que vous parlez de l'état de siège tout à l'heure, le président Tshisekedi avec son gouvernement, ils ont convoqué des consultations ici au Palais du Peuple où les gens sont venus un peu de partout du Nord Kivu pour discuter sur l'état de siège. Si ce n'est pas la meilleure façon de discuter avec le peuple, je me demande laquelle encore faut-il. D'ici décembre, nous irons à la meilleure de convocations qui puisse exister, la meilleure des discussions qui puissent exister dans une démocratie. C'est les élections pluralistes et générales qui sont organisées, qui sont d'ailleurs ouvertes. Mais quand elles sont bâclées, ce ne sera pas une négociation, ce ne sera pas une discussion. Si elles étaient bâclées, le LGD qui prend un certain leadership ne pourrait pas participer à ces élections. Okay. Et donc que quelqu'un comme Matata Mponyo, qui a un accent assez particulier sur le leadership et sur leur gouvernance, accepte de participer à ces élections, ça veut dire quand même qu'elles ne sont pas si bâclées que ça. Alors, il faut que je revienne à votre question, je pense que non, il ne s'agit pas de la clameur publique, mais il faut considérer le fait que la population n'est pas à l'extrême de ce qui se passe. La population, elle est concernée, parce qu'effectivement, il y a une vive tension. Mais s'il n'y avait pas eu ces images-là, Ben Bryant, on nous aurait fait gober qu'il s'était agi. On nous aurait dit que c'était justement une simple répression. On allait cacher tous ces morts-là. Mais ça, c'est possible. Ça, c'est possible, ouais. Mais on ne peut malheureusement pas, au fait, parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas arrivé. Et quand vous parlez, par exemple, sur la petite guéguerre de chiffres qu'il y a eu, parce que dans un premier temps, on a parlé de 7 morts, après on est passé à 48, mais qui donne ces chiffres? C'est toujours le gouvernement. Et il faut reconnaître que le gouvernement fait un travail d'enquête. Dans un premier temps, les militaires ont tiré sur des gens. Et ils ont essayé de faire ce qu'on appelle ici effacer les tableaux. On a dissimulé certains corps, on a présenté peut-être 7 corps à ceux qui étaient censés partager l'information. Et après, on se rend compte que ce n'est plus 7, c'est 48. Non, après, quand on a vu les vidéos, on a vu que sur un camion, il y avait plus de 7 corps. Oui, mais on n'a pas pu compter. On pouvait dire que c'était 20. On n'a pas pu le compter. Mais c'est toujours le gouvernement qui donne la société civile est allée plus loin que le gouvernement déjà en parlant d'une cinquantaine, alors qu'on était encore à 10. Oui, aujourd'hui, ils parlent d'une centaine, alors qu'ils ne peuvent pas le prouver. C'est encore complexe. Mais moi, je peux par exemple comprendre ça. Je comprends ça parce qu'il y a eu mort d'homme et je n'ai pas envie d'aller dans, je sais pas moi, dans une négociation de chiffres sur ce genre. Mais j'ai aussi envie de noter quelque chose ici et ça, il faut que ça soit dit. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté. On est bien d'accord sur le fait que, moi je suis tout à fait d'accord, Gaëtan, vous avez peut-être lu, je suis parmi les premiers qui ont demandé à ce qu'on lève l'état de siège quand il y a eu ce drame. Parce que de mon point de vue, effectivement, on est allé un peu plus loin. Parce que comme je l'expliquais, la garde républicaine était sur terrain, pas parce qu'elle était en train de faire du sport, mais parce qu'elle était en détachement, en renfort justement à l'armée, aux autres corps de l'armée qui étaient sur place. Mais surtout parce qu'il y a eu un mouvement de bottes, parce qu'il y a eu de bruit de bottes autour de la frontière entre la RDC et le Rwanda voisin. Et de ce point de vue, il y a quelque chose d'assez suspect. Parce qu'un frère d'un rebelle assez connu, si un certain Bizimou, ou je ne sais pas moi, j'ai peut-être oublié le nom, a pris part à cette manifestation. Il a été tué. Mais dans les enquêtes, parce que la délégation gouvernementale était sur place, on n'a pas pu identifier les familles de certaines autres victimes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, plus de la moitié des victimes n'ont pas de famille qui réclame le leur. Goma est une petite ville, mais c'est une ville où les gens se connaissent les uns les autres. Que l'on ne soit pas en mesure aujourd'hui d'identifier les victimes ou d'identifier les familles de certaines victimes, ça pose problème. Et là, vous douterez peut-être de la bonne foi de ce gouvernement, mais alors, on ne peut pas faire confiance à la mauvaise foi de personnes de mauvaise foi, à la bonne foi de personnes de mauvaise foi, ainsi aime le dire le ministre Mouyaya. Et donc, je pense que nous devons
tenir compte au fait de la réalité en face. La réalité en face est telle que nous sommes un pays infiltré et il y a probabilité que ça tient difficilement quand vous dites que c'est en fonction des bruits de bottes que l'armée, la garde républicaine a réagi, quand on sait aussi que c'est autour de... a fait cette marche de dissuasion. La marche de dissuasion, c'était pas la réaction. Non, parce que c'est à 4 heures, c'est à 4 heures qu'on est rentré dans cette église où on a trouvé ces civils-là, encore, mais on n'a pas tiré sur ces gens dans leur temple. Ça, on a tiré très tôt le matin déjà, les crépitements des balles étaient entendus à Goma. Ouais, il y a eu combien de morts ce matin-là à Goma? Parce que les images que vous voyez, vous les avez vues, ouais. Ce n'est pas un grand matin. Et ce n'est pas dans leur temple qu'on est en train de tirer sur les gens. C'est ce qui est dit aussi. Hein. C'était dit. On n'a pas vu les images, comment tu es. Les images, on a vu les images, on est en train de vandaliser au fait justement les lieux. On a vu les images où on a incendié les lieux. Ouais. Mais on n'a pas vu les images où on est en train de tirer sur ces personnes dans leur temple. Ces personnes ont été fauchés en dehors de leur temple. Je parle des crépitements de balles, c'était le matin. Oui, mais crépitements de balles, on peut tirer en l'air, justement, pour disperser. Voilà. Parce qu'il semble qu'il y a eu une infiltration. Ce sont des éléments, il faut tenir compte de tout ça. De mon point de vue, je pense justement que le service de sécurité, surtout le service de renseignement, ont failli quelque part. Parce que si on avait justement découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on aurait dû mettre la main sur ces personnes, les arrêter justement et peut-être organiser un procès en flagrance. Rien ne justifie le fait qu'on en soit arrivé là. Mais il faut tenir compte de tous les paramètres et ça, c'est très bien pour une analyse de gens qui se veulent patriotes. Hein, parce qu'on est ici dans une logique où il faut protéger notre pays. Mais puisque vous avez mis beaucoup d'incises dans la question que vous m'avez adressée, j'aimerais peut-être revenir sur la question de GLM. Cher Faustin Tshimanga, la résidence du président honoraire Joseph Kabila n'a pas été touchée, nullement. On a simplement démoli les barricades, le mur qui ont été érigés sur la voie publique. Moi, j'y étais, physiquement. La concession que l'on appelle GLM, légèrement à gauche, la messe des officiers, légèrement à droite, cet endroit a été barricadé par un mur de tôle bleue. Et ce mur de tôle bleue a été démoli. Ça fait partie de la concession de M. Kabila? Non, ça fait partie de la voie publique, cher Gaëtan. Et cette voie, oui, l'avenue Ouganda... C'est pas la voie publique qui a construit ça? Pardon? Qui a construit ça? Non, qui a construit quoi? Ce mur-là, ce mur qu'on a détruit. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Vous avez construit sur la voie publique, il faut démolir. Et ce n'est pas la première fois que l'on enlève des barricades sur la voie publique. Vous vous rappellerez que le boulevard Tchatchi, en son tronçon compris entre la résidence de M. Kimangou, juste après le Palais de la Nation, ou même avant, tout ce tronçon a été barricadé et on a levé. Mais c'est pour quel but alors dans ce cas? C'est pour quel but? Parce la voie publique. Plusieurs personnes ont érigé soit des barrières temporaires sur la voie publique, oui. à limiter notamment. Oui, ce sont des murs, Quoique un mur, ça peut être en briques, ça peut être en métal, ça peut être en sac, justement. Alors il y a beaucoup de murs érigés à limiter. Je suis tout à fait d'accord. Quand vous allez à la RTNC par exemple, vous trouverez qu'il y a un mur de sacs érigé. Et ces murs de sacs auxquels vous faites allusion, je pense, je ne suis pas dans votre tête, mais je pense que vous parlez de 10e rue Lumété. Ouais. Où habite la mère du chef de l'État, la garde républicaine. Oui. La garde républicaine a pour mission de protéger le président de la République, sa famille. Et la mère du chef de l'État fait partie de sa famille. Et lorsque l'armée est justement en détachement pour sécuriser quelqu'un, l'armée érige justement de murs de sécurité. C'est pour ça qu'ils mettent de bacs de sable. Il y a des murs de personnes aussi. Ah, mais oui, à limiter, moi je n'en ai pas vu. Je vous explique ici le mur de sacs qui sont mis sur 10e rue Lumété. Et pourquoi ces murs ont été érigés? C'est pour se protéger. C'est comme à la RTNC, vous verrez des murs de sacs de sable, c'est pour se protéger contre une éventuelle attaque. Et donc, il ne faut pas, parce que, encore ici, je vais peut-être reprendre le propos du ministre Mouyaya, qui aime aussi dire que prochainement, vous serez peut-être à la tête de ce pays, vous serez peut-être en train de gérer. Et vous n'aimerez pas que l'on amène toute bonne décision que vous preniez, que l'on l'amène pour désorienter le peuple. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télé, alors que vous connaissez la réalité, dire que la résidence de Joseph Kabila a été attaquée, alors qu'on a simplement dégagé la voie publique. Et ça, c'est bien dommage, parce que sinon, on interrogerait aussi les leaderships à ce niveau-là. Pourquoi vous voulez que dans une république qui se veut démocratique, qu'il y ait des murs érigés, alors que le besoin ne se pose pas, étant donné que le président il va réagir. N'est plus résident, n'est plus fréquent à cet endroit. Il va réagir. Avant ça, cette dernière question, le député national Gratien Iranka, ou Iran-Chan, je ne sais pas, d'ensemble pour la République, a appelé les députés à signer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement de Samalou Kondé, sous peine, d'après lui, d'être complice d'un massacre qui se rapproche à un crime d'État. Est-ce qu'on ne va pas un peu plus loin avec cet appel? Je pense que vous répondez à la question. Je pense que ça va dans tous les sens. Soit alors on veut la justice, soit on veut véritablement qu'il y ait une justice pour nos compatriotes qui sont morts dans des conditions assez macabres, en tout cas dans des conditions
conditions assez déplorables, soit alors on veut faire un chantage politique, ou alors on veut se faire un coup de pub, un coup de marketing politique. Pourquoi vous aimeriez faire tomber le gouvernement pour que qui réponde finalement si le gouvernement tombe? En même temps, vous faites tomber le gouvernement, en même temps, vous voulez que l'État réponde justement de ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Il faut savoir ce que l'on veut à un moment, et je pense que, comme vous le dites, on va un peu loin et on va dans tous les sens. Est-ce qu'on va loin là? C'est le gouvernement qui doit tomber, n'est-ce pas? Mais vous savez, en tout cas, il faut qu'il y ait des responsabilités qui sont établies, on est d'accord. Ouais. Mais je commencerai mon propos pour dire que c'est bien de chercher à dégager la voie publique sur des murs qui concernent les opposants politiques. Il faudrait aussi voir que la misère a érigé les murs sur la place publique. Il faut aussi détruire la misère. C'est aussi des murs, vous savez. Métaphore. Les progrès sociaux a le mur de la pauvreté devant lui. Il faut aussi dégager ces murs de pauvreté. Comment le gouvernement compte s'en prendre? Il va pouvoir mettre en place l'armée qui va aller dégager ces murs des galères publiques, si vous me permettez l'expression. Ça, on n'en parle pas assez. Vous comprenez que l'État congolais, tel qu'il est instrumentalisé, parce qu'on peut aussi instrumentaliser la force de l'État, on a la preuve, l'armée fait des carnages. Vous comprenez, il ne faudrait pas laminer les opposants pour manipuler l'opinion publique. Vous comprenez qu'il y avait une actualité à l'Est, il fallait créer aussi une actualité à Kinshasa qui pouvait jeter les flous. L'objectif politique était celui-là. Parce qu'on sait que quand on attaque la résidence de l'ancien président de la République, ça va faire la télé, ça va, les médias vont en parler, ça va un tout petit peu désorienter l'opinion. C'est comme ça que j'aimerais que de la même façon que le gouvernement a montré les muscles pour pouvoir détruire les murs du président, l'ancien président Joseph Kabila, et puisse aussi détruire les murs de la pauvreté, les murs du Koulouna. C'est aussi des murs, vous savez. Les progrès sociaux ne peuvent pas arriver s'il y a le mur de la pauvreté, s'il y a le mur de la misère. Et ça aussi, il faut s'en occuper. Et puisqu'il n'y a pas le leadership et la gouvernance de qualité pour s'en occuper, vous voyez, on a fait sombrer, il y a le carnage. Il y a un mur que le gouvernement est en train de faire tomber, c'est ces murs de la mortalité infantile, de la mortalité maternelle également, par la mise en place de la gratuité de l'accouchement. Moi j'aimerais savoir comment on finance ça. C'est la seule. Mais c'est la seule. On va parler de 41 millions de dollars pour cette année, 204 millions pour l'année prochaine, je ne sais pas. Ouais. Mais en fait, vous savez qu'on est dans un contexte. Le président de la République a déjà commencé sa campagne électorale. Il a posé ses curseurs de campagne électorale à gauche. Vous comprenez? Il est en train de jouer son idéologie politique. S'il veut utiliser la sensibilité pour vous dire maternité gratuite, quid aussi de la qualité? Avec quel hôpital? C'est démagogique, d'après vous? Ah, mais c'est clair, ça saute aux yeux. C'est quelqu'un de gauche qui vient, il veut pouvoir toucher la sensibilité, il s'est convaincu d'aller maternité gratuite parce qu'il sait que ça va toucher la sensibilité de gauche. On va interroger comment ça va être financé. Vous me dites de la gratuité de l'enseignement, quelle qualité? On a vu des diplômés qui finissent, ils n'arrivent pas à aligner 2 mots dans une langue officielle dans laquelle ils ont étudié. Vous comprenez que ce n'est pas faire du populisme en parlant comme ça, il faut parler simplement et clairement pour permettre à ce que les Congolais qui nous suivent ne puissent pas considérer qu'on est détaché de leur réalité. Il ne faudrait pas venir, comme vous l'avez dit sur le plateau de télé, et désorienter l'opinion, jouer les stratégies politiques de l'Union sacrée. Je comprends, vous parlez de votre église, mais le ministre Mouyaya nous a fait croire qu'ils ont quitté les bétons, ils sont sur les fondations. Moi, je vous dirais, ils sont en train de faire les murs avec du mauvais ciment. Si on ne tient pas compte de la qualité du ciment, les murs vont s'écrouler. La preuve, le mur social s'est écroulé. Il n'y a plus la possibilité que quelqu'un qui veut réellement se déplacer de Kinshasa à Goma ou de Goma à Kisangani puisse bien le faire. Pourquoi? Il n'y a plus d'avions. En ce moment, le gouvernement est tellement déboussolé qu'il cherche à prêter des avions à l'Angola. Vous comprenez? Ça, on n'en parle pas assez. On veut jeter la poudre aux yeux. Il n'y a que l'écran de fumée à chaque fois. Et ce gouvernement est expert en ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui est comme les propagandistes en chef, c'est le ministre Mouyaya. Vous comprenez? Il fait que de la propagande. Il ne s'occupe pas de vraies questions de la société parce qu'il a constaté, lui et son gouvernement ont failli. Ils n'arrivent pas à construire des murs. Et on ne veut pas les murs de béton, on veut le mur d'une qualité. Et la qualité ne passe pas par
que les ciments de mauvaise qualité, parce qu'on voit là que les ciments de construction de l'Union sacrée de mauvaise qualité, les bétons vont s'écouler le 20 décembre. Notamment, la priorité devrait être aussi le sort à la fois des personnes fauchées, mais également de leurs familles, des victimes directes. On n'a pas vu le gouvernement donner un vrai programme, soit d'indemnisation ou de prise en charge dans les obsèques, etc. Mais ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas l'argent pour le faire. Vous savez que le gouvernement actuel va endetter encore plus l'État s'il continue à gérer les finances publiques telles qu'elles sont gérées. La question n'est pas pour qu'on interroge les fonds de la gestion. C'est vrai qu'il y aura peut-être une autre émission pour qu'on interroge vraiment la gestion de ce gouvernement, parce qu'on peut bien se contenter des grandes annonces. On nous a annoncé beaucoup de choses. Je crois que maintenant on est au tome 6 de promesses du chef de l'État. On va continuer à enregistrer ça jusqu'en décembre parce que le gouvernement actuel n'arrive plus à tenir le pays. Alors, et les Congolais peuvent constater avec nous, la misère, c'est pire qu'avant, vous comprenez? On nous avait promis les dollars à un certain taux. Aujourd'hui, il y en a combien? Vous comprenez que tout ça, c'est des questions. On va nous dire où on est populiste. Pas du tout. On constate l'échec du quinquennat de Félix Tshisekedi. Alors, pour vous, pour terminer, il s'agit d'un crime contre l'humanité ou d'un crime d'État, cette affaire de violence à Goma? Mais vous savez, il s'agit d'un crime. Alors, pour déterminer, c'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont convenus par la justice, convenus par la société pour qualifier un crime. Et ça demande un travail de fond. Ouais. C'est juste un crime, c'est un carnage de l'État. Il faudrait que les enquêtes et l'étude qui va être faite ensuite va pouvoir établir, et même un peu plus tard, je pense que ces carnages n'entrent pas dans un délai de prescription assez limité. Même un peu plus tard, les gens pourront donner des comptes et pouvoir offrir aux Congolais la vérité, et la vraie vérité, pas une vérité calquée sur la volonté de pouvoir manipuler l'opinion publique. Justement, si ces Wazalendo n'étaient pas attaqués en raison de leur ethnie ou tribu, on parlerait peut-être d'un génocide. Alors, le président de la République a déjà commencé sa campagne. La maternité gratuite, c'est une démagogie, sont les propos de Faustin Tshimanga, pour terminer aussi. Mais si le président de la République a placé son curseur de campagne à gauche, c'est parce qu'il est de gauche. Et c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Vous êtes aussi en campagne lorsque vous êtes tout le temps en train de taper sur la justice, lorsque vous êtes en train de ne pas vouloir répondre de votre gestion, justement, dans l'affaire Boukangalose, vous êtes aussi en train de faire la campagne, mais la mauvaise campagne, parce que vous faites mauvaise presse, justement, de nos institutions. Mais lorsque le ministre Mouyaya dit, par exemple, qu'on n'en est plus au béton, on est à la fondation et bientôt la construction de murs, il ne les dit pas sans raison, il ne les dit pas sans fondement. C'est parce que vous vous posez la question avec quel hôpital on va appliquer la gratuité de l'accouchement, mais est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe avec le projet, ce qu'on appelle le PDL 145 territoire? Est-ce que vous ne voyez pas les bâtiments sortir des terres? Est-ce que vous ne voyez pas ce qu'on a fait de l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo? Est-ce que vous ne voyez pas ce qu'on a fait de l'hôpital Mabanga Ayolo? Est-ce que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous voulez véritablement qu'on essuie, mais avec quoi cet écran de fumée qui est devant vous? En vérité, il y a de progrès qui sont en train d'être faits, il y a de bâtiments qui sortent des terres, et la gratuité d'accouchement, effectivement, va s'effectuer avec tous ces hôpitaux qui sont en train d'être construits. Pour terminer, pour le turiféraire, c'est justement Patrick Mouyaya que vous défendez toujours sur Internet. Rapidement, en 2 mots. Non, mais j'aime beaucoup la qualité du travail du ministre Mouyaya. Mais j'aimerais finir. Non, on me fait signe que je suis désolé, mais rappelez-vous que lorsqu'on a ouvert la route, le boulevard Tchachi, il n'y avait pas un incident qu'on voulait cacher. Rappelez-vous aussi que si les gens ont du mal à voyager aujourd'hui, c'est parce qu'en effet, le prix du billet a sensiblement baissé et il y a afflux de voyageurs. Et donc, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup, Ben Brian Mbouyi, analyste politique plutôt très proche de l'Union sacrée, certainement vous l'avez dit à la maison. Et en face de lui, c'était Faustin Tshimanga, communicateur du LGD de Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge. Merci beaucoup d'être passé à nouveau dans Version Croisée pour cet échange républicain et très magnifique. Merci à vous, merci de l'invitation. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. On se retrouve le jeudi prochain à 16h, mais également le vendredi à 22h30.